Et du coup, j'ai le plaisir de vous présenter un cas clinique à propos d'une embolie pulmonaire. Tout d'abord, il s'agit d'un patient âgé de 52 ans, Monsieur C, qui va présenter une dyspnée d'apparition brutale depuis 48 heures, en sachant que Monsieur C avait pris l'avion il y a 2 semaines, ceci de manière prolongée, et qu'à la suite de cet voyage en avion, il s'était plaint d'une douleur au niveau du membre inférieur gauche. Le principal antécédent de Monsieur C, c'était une phlébite survenue il y a 2 ans dans les mêmes conditions. Il ne présente pas d'allergie, ne prend aucun traitement à la maison, et l'examen clinique est le suivant, avec une pression artérielle à 110-70 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 110 battements par minute. Il existe initialement une désaturation qui nécessite l'introduction de 2 litres d'oxygène. On note aucun signe d'hypoperfusion périphérique, on ne note aucun signe d'insuffisance cardiaque droite ni gauche, et l'électrocardiogramme est décrit sans particularité, hormis une tachycardie sinusale. La première question, je vais vous la poser un petit peu à main levée, voir si vous n'avez pas trop mangé. Le diagnostic étant fortement suspect d'embolie pulmonaire, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous auriez fait initialement l'échographie au lit du patient pour le diagnostic positif de l'examen? Réponse A, oui. On va essayer de lever la main. Parfait. Réponse B, non. D'accord. Donc il y a un peu plus de oui que de non, si je compte un peu rapidement. Et en fait, malheureusement, c'était une petite question piège. C'est qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse en pratique parce qu'il n'y a pas forcément de consensus d'experts sur la question. On va isoler 2 cas, celui de l'infarctus du myocarde et celui de l'embolie pulmonaire, lorsque ces 2 diagnostics sont fortement suspects. Dans le cas de l'infarctus, vous êtes d'accord avec moi que certes, il existe un temps incompressible entre les symptômes du patient et le premier contact médical, mais dès qu'il y a un premier contact médical, dès qu'on a la suspicion diagnostique de l'infarctus du myocarde, les thérapeutiques sont immédiatement mises en place. On n'attend pas la coronarographie pour mettre en place les traitements. Par contre, dans le cas de l'embolie pulmonaire, même si celle-ci est probable, souvent, malheureusement, il faut attendre le bilan biologique et les résultats des dédimères, plus ou moins le résultat de la fonction rénale et du scanner pour mettre en place les traitements. En fait, les recommandations européennes sont plutôt claires, c'est qu'aucun examen ne doit retarder la prise en charge thérapeutique. Il faut mettre les traitements anticoagulants dès l'évocation du diagnostic, quand la probabilité est intermédiaire ou élevée. Comme vous le savez, actuellement, les diagnostics d'embolie pulmonaire sont effectués sur le scanner et non pas sur l'échographie cardiaque. En effet, la sensibilité et la spécificité de l'examen que sont le scanner est bien supérieure à celle de l'échographie cardiaque. En effet, l'échographie cardiaque ne permet pas d'éliminer l'embolie pulmonaire dans un peu moins d'un quart de la moitié des cas, et va diagnostiquer seulement les cœurs pulmonaires aigus, c'est-à-dire les formes graves d'embolie pulmonaire. Comme vous le connaissez dans la physiopathologie, la réalisation d'une embolie pulmonaire provoque une augmentation de la post-charge et ainsi une dilatation ventriculaire droite qui est visible sur le scanner ou l'échographie cardiaque, avec souvent des ratios VD-VG qui sont supérieurs à 1, qui sont bien visibles en scanner et en échographie cardiaque avec la même valeur pronostique. La présence d'une hypertension pulmonaire, visible seulement en échographie cardiaque, comme vous le savez, et bien sûr le cœur pulmonaire aigu, comme on peut le voir ici, avec bien sûr un VD dilaté, hypokinétique, et la présence d'un fort septum paradoxal, comme on peut voir sur cette slide. Le scanner ainsi que l'ETT ont été réalisés, vous sont montrés ci-dessous. On voit ici sur le scanner à gauche de la diapositive une occlusion quasi totale de l'artère pulmonaire droite, avec aussi présence d'embolie de l'autre côté, au niveau gauche. Sur les échographies cardiaques, notamment celle du milieu, on retrouve un cœur pulmonaire aigu avec une dilatation du ventricule droit et un septum paradoxal. Mais sur la dernière slide que vous pouvez voir tout à droite, on retrouve surtout un thrombus intraventriculaire droit, mobile, qui semble appendu à la valve tricuspide. La deuxième question pour laquelle vous allez pouvoir utiliser le QR code cette fois-ci, c'est que vous avez diagnostiqué une EPR à risque intermédiaire élevé, compliqué d'un thrombus intra-VD. Quelle prise en charge proposez-vous? Et je vais vous énumérer les solutions petit à petit. Réponse 1, l'anticoagulation curative par HNF ou HBPM. Réponse P, une anticoagulation par AOD. Réponse C, une assistance circulatoire et une thrombectomie en urgence. Ou enfin D, la thrombolyse intraveineuse. Et je vous laisse répondre. On va terminer le vote et retourner à la slide. La bonne réponse est l'anticoagulation par HNF ou HBPM. En fait, l'anticoagulation par AOD est plutôt à proscrire dans ce cas-là, car il s'agit d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire
élevé et donc à risque de complications. L'utilisation d'un traitement tel que les AOD risque malheureusement de provoquer un surrisque hémorragique si on doit envisager malheureusement une complication et l'utilisation de soit la thrombectomie, soit la thrombolyse intraveineuse. Le cas du thrombus intra-AVD ne doit pas modifier nos prises en charge. Je vais essayer de vous démontrer le pourquoi. En fait, malheureusement, le thrombus intra-AVD, c'est quand même quelque chose de rare et de potentiellement grave où il n'existe pas de franc consensus d'experts. Cependant, sur plusieurs méta-analyses, et notamment celle-ci que je vous cite, on s'aperçoit que certes, la pathologie est rare, mais beaucoup plus grave, avec une mortalité à 30 jours qui est beaucoup plus accrue, de près de 20% par rapport à le cas de l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, normalement, on ne doit pas modifier notre prise en charge, on va plutôt favoriser une anticoagulation seule. Dans le papier publié par Barrios en 2016 dans l'American Journal of Medicine, il va s'intéresser à des patients qui ont une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé, compliqués tous d'un thrombus intraventriculaire droit, et comparer les stratégies, soit une anticoagulation seule, soit une stratégie de reperfusion associée à l'anticoagulation. La stratégie de reperfusion, c'est soit de la thrombolyse intraveineuse, soit de l'assistance circulatoire avec de la thrombectomie. Et s'intéresser bien sûr au follow-up à 30 jours. Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir que la mortalité est certes plus faible dans le groupe reperfusion que dans le groupe stratégie classique, mais ceci n'est pas de manière significative. Par ailleurs, on note beaucoup plus de récidives d'embolie pulmonaire dans le cas de la reperfusion, avec un taux d'événements hémorragiques similaire dans les deux groupes. Ainsi, notre prise en charge ne doit pas être modifiée en cas de thrombus intra-AVD. On doit d'abord s'adapter à la clinique du patient, c'est-à-dire proposer un traitement anticoagulant dans un premier temps, et si bien sûr il existe une aggravation, discuter soit de la thrombolyse intraveineuse, soit de l'assistance circulatoire et d'une thrombectomie en urgence. Le diagnostic final est celui d'une EP idiopathique sans argument pour une thrombophilie ni une néoplasie. Monsieur C a bénéficié d'un traitement anticoagulant seul. À 6 mois, il va bénéficier d'une échographie transthoracique et d'une scintigraphie ventilation-perfusion, où on peut voir ici un défect de la perfusion par rapport à la ventilation, laissant suspecter une hypertension pulmonaire post-embolique. Un cathétérisme cardiaque droit va confirmer le diagnostic, et bien sûr, il va bénéficier d'un traitement anticoagulant au long cours. La question que je vous pose, c'est est-ce que si tous les examens de M. C avaient été normaux, auriez-vous ou non poursuivi une anticoagulation au long cours? Réponse A, oui. Réponse B, non. Vous êtes 50% à répondre oui, et effectivement, c'était, excusez-moi, mauvaise slide, la bonne réponse. Il faut essayer de poursuivre l'anticoagulation chez ce patient. Comme vous le savez, la durée d'une anticoagulation pour une embolie pulmonaire va dépendre d'un principal facteur, notamment le facteur de récidive de maladie thromboembolique. Je m'explique. Un patient qui a un cancer ou une thrombophilie va avoir des événements de récidive thrombotique beaucoup plus importantes que les patients qui ont des facteurs de récidive dits faibles, comme le trauma ou l'immobilisation prolongée, pour lequel des traitements anticoagulants sont plutôt courts. Par ailleurs, Couturo s'est intéressé en 2015 de prolonger cette anticoagulation dans l'idée que peut-être un traitement, par exemple, par 18 mois, permettrait de diminuer les récidives à long terme. Il va ainsi sélectionner des patients qui vont avoir un traitement d'une EP idiopathique pendant 6 mois, randomiser ces patients en 2 groupes, la poursuite d'un traitement anticoagulant ici par antivitamine K jusqu'à 18 mois, et un groupe qui aura du coup un traitement placebo. Le follow-up va durer jusqu'à 42 mois et va s'intéresser du coup au nombre de récidives d'événements thrombotiques et bien sûr aux événements hémorragiques marquants. La première chose qu'on peut voir sur la courbe de gauche, c'est que en fait, la poursuite d'un traitement anticoagulant au long cours, notamment pendant 18 mois, permet l'absence de récidive d'événements thrombotiques. Ceci est bien sûr corrélé à une augmentation du risque hémorragique. La deuxième chose qu'on peut voir sur cette slide, c'est que dès qu'on arrête un traitement anticoagulant à 6 mois, mais même à 18 mois, il existe une augmentation du risque d'événements thrombotiques, mais que par ailleurs, malgré cette récidive, lorsqu'on prend beaucoup plus de recul, et qu'on va cette fois-ci à M42, on va s'apercevoir que ce soit un traitement placebo, donc un traitement de 6 mois seul, ou un traitement beaucoup plus prolongé de 18 mois, malheureusement, le nombre d'événements thrombotiques est similaire, alors que quand on regarde cette fois-ci, notamment sur la courbe de droite, les événements hémorragiques, on va s'apercevoir qu'en fait, il n'existe peu de différence entre les deux groupes. Se pose ainsi maintenant la question de quelle molécule utiliser.
Dans l'étude Amplify Next, qui a été publiée en 2013, les auteurs ont eu deux hypothèses, celui du traitement anticoagulant pleine dose à 5 mg 2 fois par jour, par rapport à la demi-dose, 2,5 mg 2 fois par jour, dans le cas de l'apixaban. On va pouvoir voir ce qu'on voyait déjà tout à l'heure, c'est que la première chose, c'est que les traitements anticoagulants permettent de diminuer de manière drastique le nombre d'événements thrombotiques. La deuxième, c'est qu'il n'existe pas de différence entre la demi-dose et la pleine dose. Lorsqu'on s'intéresse cette fois-ci au nombre d'événements hémorragiques, sur la courbe de droite, on va s'apercevoir que l'utilisation d'un traitement par apixaban 5 mg va certes augmenter le nombre d'hémorragies majeures, mais ce n'est pas le cas pour le groupe 2,5 mg 2 fois par jour. Ainsi, les recommandations européennes suggèrent la poursuite d'un traitement anticoagulant au long cours par antivitamine K dans le cas de la thrombophilie, par HBPM dans le cancer, mais aussi par l'utilisation de Xarelto, il y a notamment les différentes études dont Einstein et les déclinaisons, sauf, hormis bien sûr le cancer gastrique, que dans le cadre de l'embolie pulmonaire idiopathique, soit avec des facteurs de récidive importants, mais aussi moins importants, on pouvait suggérer l'utilisation d'un traitement anticoagulant au long cours, et ceci à demi-dose. Bien sûr, ceci est bien sûr à comparer par rapport à la balance bénéfice-risque dans le sens risque hémorragique, risque thrombotique. Dans ce cas-là, on avait opté pour une anticoagulation au long cours parce que le patient était jeune, qu'il avait déjà fait un événement thromboembolique et bien sûr qu'il avait fait une forme grave avec un thrombus intraventriculaire droit. Enfin, les derniers mots de ce topo, c'est qu'il faut bien sûr débuter un traitement anticoagulant avant le diagnostic de certitude si la probabilité de l'embolie pulmonaire est élevée, que nous devons recourir à un traitement par HNF-HBPM si l'embolie pulmonaire est risque intermédiaire élevé. Enfin, que le thrombus intra-VD ne va pas modifier notre prise en charge, mais que celle-ci doit s'adapter à la clinique du patient, et qu'il existe une indication à une anticoagulation au long cours à demi-dose en cas de pays idiopathique. Merci de votre attention.